Bonjour et très heureux de vous revoir pour cette troisième vidéo sur Louis-Antoine de Bougainville que nous retrouvons au moment où ce dernier rentre à Paris en mars 1769. Et c'est donc le moment d'établir un bilan de son tour du monde. Nous allons commencer par évoquer ce qui est arrivé à Aoutourou, le Tahitien qui avait voulu partir avec Bougainville pour découvrir la France. À court terme, Bougainville fait donc sensation à Paris, tout le monde parle de lui et veut rencontrer son protégé tahitien Aoutourou. Le jeune Aoutourou est même présenté au roi. Pour l'occasion, Bougainville fait couper à Aoutourou un habit sur mesure et orné d'or. Mais dès le début, les Parisiens ne vont retenir du voyage de Bougainville que les aspects sensationnels. Et très vite, un hiatus va se créer entre le véritable voyage de Bougainville et l'image qui en est donnée. Bougainville, en ramenant avec lui Aoutourou, est à l'origine de ce qu'on a appelé le mythe tahitien. Ce Tahitien, en chair et en os, devient la preuve tangible que l'homme naturel entre guillemets, existe. Sa présence à Paris provoque un engouement général et les Parisiens veulent le voir et s'entretenir avec lui. Il est la coqueluche du tout Paris. Dans le Mercure de France, on peut lire à propos d'Aoutourou qu'Aoutourou incarne l'état de l'homme naturel, né essentiellement bon, exempt de tout préjugé, et suivant, sans défiance comme sans remords, les douces impulsions d'un destin toujours sûr parce qu'il n'a pas encore dégénéré en raison. La bonne société parisienne admira surtout l'ardeur d'Aoutourou à courtiser les dames et son incapacité à émettre les sons de notre langue. Alors en fait, le tout Paris va s'intéresser durant quelques jours aux jeunes Tahitiens et puis au bout d'une semaine, les Parisiens passent à autre chose, vous savez comment sont les gens, ils se lassent vite. À Paris, Aoutourou va souffrir, le pauvre, des nuits, des hivers rigoureux et des nuits d'hiver de plus en plus longues. Et avouons-le, comprendre les complexités de la société française d'Ancien Régime n'intéresse guère Aoutourou. Et il a le mal du pays. Ce qui arrange Bougainville, car Aoutourou lui coûte cher. Bougainville pensait au début que le ministère de la Marine paierait les frais de vie d'Aoutourou, mais au ministère de la Marine, on fait comprendre rapidement à Bougainville que cela ne sera pas possible. Et Bougainville manque d'argent en retour, il n'a pas encore écrit son récit de voyage autour du monde, donc il fait rapatrier Aoutourou en le faisant monter sur un bateau en partance pour l'Île-de-France, l'actuelle île Maurice. De là, un bateau devait traverser l'océan Indien pour le redéposer à Tahiti, ou non loin. Mais le bateau repasse finalement par Madagascar et Aoutourou est malade, il semble perclus de maladies vénériennes et il mourra à Fort-Dauphin, malheureusement sans avoir jamais revu Tahiti. Alors, comme toutes les expéditions de ce type, le bilan du tour du monde de Bougainville comporta des aspects positifs et des aspects négatifs. Du point de vue politique, le bilan était finalement mince. Je rappelle ici qu'il y avait un but non officiel au voyage, rendre les îles Malouines aux Espagnols. Or, les Espagnols ne nous ont même pas été redevables de leur avoir cédé un archipel qu'ils jugèrent misérable. Les Espagnols se persuadèrent que le relevé des frais exposés par Bougainville et qu'ils avaient dû lui rembourser était outrageusement gonflé. Voilà. Du point de vue des découvertes géographiques, à présent, Bougainville fit faire à la géographie d'Océanie des progrès, trouvant des îles nouvelles, précisant sur des cartes qu'il fit réaliser à situation de beaucoup d'autres, donnant sur les mœurs des indigènes des renseignements intéressants. Mais les terres découvertes, entre guillemets, par Bougainville et dont il prétend avoir pris possession au nom du roi de France, ce sont souvent des îles d'archipels qui se trouvent dans l'océan Pacifique et que Bougainville n'avait pas vraiment explorées. Enfin et surtout, Bougainville n'avait pas eu le temps d'ouvrir une nouvelle voie d'accès à la Chine comme il en avait reçu mission par le roi Louis XV. Sur le plan scientifique, maintenant, le bilan, là aussi, est à nuancer. Disons d'abord que le botaniste Philibert Commerson, durant le tour du monde, avait réuni des herbiers et des animaux naturalisés. Commerson a répertorié au cours de ce voyage de 28 mois environ 3000 nouvelles plantes, dont le fameux bougainvillier qu'il avait découvert au Brésil. Mais Commerson est resté au retour sur l'actuelle île Maurice avec sa compagne, la fameuse Jeanne Barré, déguisée en homme durant le voyage. Sauf que sur l'île Maurice, Commerson perdit une partie de son herbier et il y mourut en 1773. L'herbier, au retour en France, se trouva donc très incomplet. Il enrichit quand même les collections de musées comme celui du Jardin des Plantes à Paris.
Disons aussi que Bougainville ne rapportait pas non plus les plants d'épices que les agronomes proches du roi et du ministre Choiseul pensaient introduire grâce à lui en métropole. Donc à moyen terme, les contemporains de Bougainville considèrent finalement que le bilan de son voyage est en fait mitigé. Tout compte fait, pour les contemporains de Bougainville, l'intérêt principal du voyage était d'ordre ethnographique. Car Bougainville voit les apports scientifiques de son voyage éclipsés par les descriptions hautes en couleur de son escale à Tahiti, par ses descriptions de la société tahitienne qui rencontrèrent un grand succès auprès du public cultivé et curieux du XVIIIe siècle, et ce, dans toute l'Europe. Le mode de vie de Tahiti passionna les Européens. Bougainville n'aurait-il pas retrouvé le jardin d'Éden de la Bible et donc redécouvert le paradis sur terre ? Certains lecteurs ont cru reconnaître l'état de nature décrit par les philosophes français du siècle des Lumières et ont cru retrouver dans le Tahitien l'incarnation idéale du mythe du bon sauvage, alors à la mode. Certains lecteurs y trouvèrent à bon compte l'illustration de ce qu'il faut bien appeler le rousseauisme à la mode, quoique le mythe du bon sauvage n'ait en fait aucun rapport avec la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Le fait que Bougainville ait surnommé Tahiti Nouvelle Cythère, Cythère étant l'île de la déesse de l'amour, Aphrodite chez les Grecs, Vénus chez les Romains, sous-entendait que l'île était une île de plaisir charnel auquel était si attachée la bonne société française du XVIIIe siècle. Il faut aussi ajouter une chose, c'est que le naturaliste Commerson est le premier à écrire sur le voyage, et il écrit un article dithyrambique en 1769, où il écrit en gros que les Tahitiens sont naturellement bons, il écrit que les Tahitiens ne connaissaient que d'autres dieux que l'amour à Tahiti, que les femmes tahitiennes y sont parfaitement belles, et que les Tahitiens ne sont en aucun cas voleurs, puisqu'il n'y a pas de propriété privée chez les Tahitiens. Et en définitive, c'est seulement avec la publication du récit de Bougainville lui-même qu'une analyse plus juste de la société tahitienne sera établie. Un fait cependant demeure, ce sont les premiers discours mirifiques que l'on a toujours retenus de l'escale tahitienne des deux navires de Bougainville. Donc Bougainville écrit et publie en mai 1771, donc c'est un peu plus de 2 ans après son retour, que le récit est publié de son voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L'Étoile. On aime beaucoup les longs titres de livres à l'époque. Je voudrais d'abord revenir sur la personnalité attachante de Bougainville qui transparaît dans son livre. La sensibilité de Bougainville se cache le plus souvent sous le voile de la pudeur et un humour délicat est souvent présent dans toute sa narration. Cet humour n'a rien à voir avec l'esprit que l'on cultivait pour briller dans les salons de l'époque. Il ne doit pas non plus être confondu avec l'ironie dont les philosophes avaient fait leur arme de prédilection. L'humour de Bougainville, c'est d'abord une philosophie, celle d'un homme qui connaît le monde et se connaît assez lui-même, assez pour se juger et regarder l'autre pour ce qu'il vaut, mais avec l'indulgence raisonnée qui convient aux sages. Bougainville ose exercer sa philosophie sur lui-même et c'est pourquoi il peut l'exercer sur les autres sans acrimonie. On le voit bien dans l'épisode que j'avais cité dans la vidéo précédente, de l'arrivée à Tahiti quand une jeune fille nage vers le bateau de Bougainville. Bougainville écrivait à ce moment-là « Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écouter, et jamais Cabestan ne fut viré avec une pareille activité. Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés. Le moins difficile n'avait pas été de parvenir à se contenir soi-même. » Il faut dire aussi que le livre de Bougainville et son journal de bord, qui en fut la première version, sont littéralement imprégnés de culture gréco-latine. Et c'est chez les auteurs latins, Virgile et Tacite, plutôt que dans le rousseauisme, qu'il faut chercher les ressorts de la sensibilité et de la pensée de Bougainville. En effet, dans son récit « Le voyage autour du monde », il y a de très nombreuses citations extraites de l'Énéide de Virgile, car Bougainville a traduit et lu Virgile et Tacite dans sa jeunesse, sur les bancs de l'école, et il les a relus plus tard, ce qui fait que Tacite et Virgile sont beaucoup plus son fonds de commerce culturel, si je puis dire, que le philosophe Jean-Jacques Rousseau, par exemple. C'est donc à partir de la publication du titre du livre de Bougainville qu'une analyse plus juste de la société tahitienne est établie. Bougainville ne renie pas que les Tahitiens sont très portés sur l'amour, mais il ne berce pas ses lecteurs d'illusions quant aux mœurs et aux coutumes des insulaires. Bougainville écrit « La guerre se fait chez les Tahitiens de manière cruelle, ils tuent les hommes et les enfants mâles pris dans les combats. Ils leur lèvent la peau du menton avec la barbe, qu'ils portent comme un trophée de victoire. Ils conservent seulement
les femmes et les filles que les vainqueurs ne dédaignent pas d'admettre dans leur lit. Les différences sociales n'ont pas échappé non plus à Bougainville. Il écrit « Les habitants de Tahiti nous avaient paru vivre dans un bonheur digne d'envie. Nous les avions crus presque égaux entre eux, mais je me trompais, la différence des rangs est fort marquée à Tahiti et la disproportion cruelle. » Alors, comme chacun sait, le livre de Bougainville a inspiré au philosophe Denis Diderot son livre « Supplément au voyage de Bougainville ». C'est la seconde édition du récit de Bougainville qui amène Diderot à écrire son supplément au voyage de Bougainville, où dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. Ce texte, bien connu des lycéens qui préparent le bac de français, a sans doute contribué à entretenir le mythe du voyage de Bougainville. D'abord, il faut souligner l'avis global très positif de Diderot sur le récit de Bougainville. Diderot écrit « Voilà le seul voyage dont la lecture m'est inspirée du goût pour une autre contrée que la mienne. » Diderot analyse ainsi le style de l'auteur. Bougainville écrit sans emphase, avec le seul intérêt de la chose, de la vérité et de la simplicité. Ce qui plaisait tant en fait à Diderot, c'est que Bougainville est d'abord un admirable conteur. Le récit du mouillage à Tahiti, à la date du 6 avril 1768, est un modèle du genre, des phrases courtes, juxtaposées, dans l'ordre même des actions décrites, peu de subordination, des verbes et des substantifs plutôt que les adjectifs, une ponctuation discrète pour rendre la lecture à haute voix aisée, toutes les qualités de la bonne prose classique sont réunies là. Mais ce conteur n'était pas sec, il n'a pas le cœur moins sensible que ses contemporains, et il sait à l'occasion le laisser parler. Revenons à Diderot et à son livre Supplément au voyage de Bougainville. Dans son texte, Diderot se laisse un peu emporter à son tour par le mythe du bon Tahitien lorsqu'il écrit « À peine t'es-tu montré, toi l'homme blanc, que les Tahitiens sont devenus voleurs, car ici tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. » Diderot, en fait, fantasme sur le bon Tahitien, brocarde le méchant européen, et Diderot ne semble pas toujours percevoir que la société tahitienne n'était pas si idéale que cela. Car dans son supplément au voyage de Bougainville, Diderot ne garde du récit de Bougainville que l'aspect paradisiaque de la vie sur l'île de Tahiti. Mais c'est qu'en définitive, Diderot s'intéresse plus aux Européens qu'aux Tahitiens, et c'est surtout pour Diderot l'occasion de faire la satire des mœurs européennes, et surtout des mœurs ecclésiastiques, la satire notamment des mœurs ecclésiastiques de son temps. Quand Bougainville fait référence à la liberté sexuelle et à la pratique de la polygamie qui existe sur l'île de Tahiti, Diderot, lui, fait l'éloge des coutumes de l'île qui font de la relation sexuelle un acte de générosité, d'accomplissement de soi, et qui érige la maternité comme un devoir, puisqu'il semble que les enfants sont le seul bien véritable qui ait de l'importance à Tahiti. Et surtout, Diderot en profite pour faire le procès de l'attitude de l'Église catholique qui condamne au célibat ceux qui ont fait vœu de se consacrer à Dieu et qui ne respectent pas ce vœu. Et puis là, alors, je vais défendre Diderot, dont on peut apprécier la lucidité anticolonialiste, si je peux faire ici un rapide anachronisme. Anticolonialisme évidemment difficilement réfutable quand Diderot écrit « Ce pays est à toi, et pourquoi? Parce que tu y as mis pied. Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur l'une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays appartient aux habitants de Tahiti. Qu'en penserais-tu » Diderot avait là de l'avance sur son temps à propos des questions coloniales. Voilà, dans une dernière vidéo, nous nous demanderons si Bougainville a quand même bien vu ce qu'il croyait voir à Tahiti, et si il ne s'est pas bercé d'illusions quand même sur la société tahitienne, car n'oublions pas que Bougainville et ses marins ne sont restés que 9 jours à Tahiti. A bientôt donc pour évoquer les différents aspects du mythe tahitien qui perdurent depuis le tour du monde de Bougainville. Au revoir, à bientôt.